Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Pour beaucoup, c'est ici que bat le cœur de la Provence. C'est dans la lumineuse région du Vaucluse que nous posons aujourd'hui nos valises. Un petit bout du sud-est de la France, d'une richesse et d'une variété incomparables. Vous croiserez d'abord la route du Luberon et de quelques-uns de ses plus beaux villages perchés. Puis, vous vous laisserez porter par la Sorgue qui vous mènera doucement vers la belle Avignon, fière capitale de la région. Enfin, vous serez séduit par le Haut-Vaucluse, ses vestiges gallo-romains uniques et son fameux géant de Provence. Fascinés par les belles images, passionnés de l'eau, curieux de tout, ce sont des amoureux de la région qui guideront notre balade. L'occasion de croiser des personnages hauts en couleur dans un Vaucluse qui n'en manque pas. C'est en plein cœur du Luberon que nous démarrons notre voyage. Ce morceau de Haute-Provence, gorgé de lumière, est un incontournable du Vaucluse. Ici, les stars, ce sont ces villages, littéralement accrochés à la colline, qui offrent des panoramas rares à couper le souffle. Un moyen inoubliable de débuter votre séjour dans la région. Agrippé sur son piton rocheux depuis 2000 ans, Gordes est sans doute le village le plus célèbre du Luberon. Situé à 38 km à l'est d'Avignon, vous ne devez manquer ce joyau de Provence sous aucun prétexte. Notre premier guide, David, est photographe et lui non plus n'a pas résisté longtemps à ce décor. C'est il y a 10 ans qu'il est tombé amoureux de la région. Et depuis, plus question de repartir. Cette région, elle est inépuisable au niveau de la photo. On a des forêts, on a des gorges, on a des beaux villages, des points de vue qui changent. C'est beau, forcément, ça parle quand c'est beau. Ces paysages, David les a captés des centaines de fois sur ses clichés. Mais toujours désireux d'en découvrir davantage, il aime aller à la rencontre de ses habitants pour en découvrir tous les secrets. Et ça commence juste en face. Comme tous les autres villages perchés de la région, si Gordes s'est établi sur les hauteurs, c'est pour fuir l'insécurité et les invasions multiples de l'époque. Aujourd'hui, ce bourg suspendu s'est taillé une réputation mondiale, tant par ses élégantes maisons et sa sublime forteresse, que par ses ruelles tortueuses que l'on appelle les Calades. Pour sa balade à Gordes, David, une fois n'est pas coutume, va s'éloigner des clichés. Faut pas se casser la figure sur les marches de l'escalier. Pour ça, il peut compter sur Jean-Louis, mémoire vivante du village, qui vit ici depuis plus de 40 ans. Il connaît tout de Gordes, y compris ses secrets les plus enfouis. Merci. Waouh. C'est peu de temps après avoir acquis cette sublime maison Renaissance que Jean-Louis fait une découverte incroyable.
Il y avait une cave qui était là, mais qu'on ne voyait absolument pas puisque les déblais et les saletés venaient jusqu'ici. Ce que Jean-Louis ne voyait pas, ce n'est pas moins de 7 niveaux de cave blottis sous sa maison. Au Moyen-Âge, toute une partie de l'activité artisanale du village se passait là. Wow, c'est grand. Alors ici, c'était un silo, et il y avait un silo qu'on a coupé. Dans cette vie souterraine, les artisans de Gordes s'activaient dès le XIIe siècle à l'abri du vent de l'hiver et du cagnard de l'été. Ils profitaient surtout d'un espace fabuleux. Ça montre qu'on arrive même dans un village triqué et petit comme les Gordes, comme le sont tous les villages perchés, à dégager un volume de travail très important. Jean-Louis en a la preuve. Ces immenses caves ont abrité pharmacie, cordonnerie et puis déjà à l'époque, la spécialité locale. On arrive dans un grand moulin à huile à cet endroit-là. Et la caractéristique de ces moulins à huile de Provence, les grands moulins de Provence, ce sont les énormes voussoirs, les énormes pierres qui sont là. Le moulin faisait de là-bas jusqu'à... C'est une pièce. Tout ça, c'est un seul moulin. Tout ça fait un seul moulin. Depuis plus de 40 ans, Jean-Louis remonte le temps avec passion. Et il espère que cela donnera des idées à d'autres. Même s'il y a des déblais partout, dans ce village-ci comme dans les autres, c'est pareil. Même s'il y a des déblais partout, on peut, si on a un peu de patience et de ténacité, récupérer les anciennes entrées des caves et se retrouver dans les caves. Ce Gordes souterrain, classé monument historique, Jean-Louis ne le garde pas que pour lui. Vous pourrez vous aussi emprunter ces couloirs ouverts au public et ainsi remonter le fil de l'histoire. Après ce passage sous terre, c'est un bol d'air frais que vous conseille David. Et pour une virée vers les grands espaces, suivez le guide. C'est une falaise qui, dès l'entrée du village, donne le ton. Un spectacle à seulement 20 minutes de Gordes que David ne manquerait pour rien au monde. À Roussillon, c'est l'ocre qui domine. Et il suffit de faire quelques pas autour de ce village perché pour se retrouver au cœur d'un décor de western. Moi, j'ai les fringues spéciales ocre. Ah, carrément. Si Sophie s'est équipée spécialement pour l'occasion, c'est qu'elle connaît bien les anciennes carrières d'ocre. Elle qui se passionne depuis toujours pour le pigment star de la région. On reconnaît la couleur du village. On reconnaît la couleur, ouais. C'est pas parce qu'on avait un goût esthétique plus développé qu'ailleurs, c'est juste qu'on a utilisé les sables creux de surface qui sont plus rouges pour construire les maisons. D'accord. En extrayant l'ocre dès le XVIIIe siècle, l'homme a modifié l'aspect de ces falaises. Mais à l'origine de ce décor, un phénomène géologique bien plus ancien. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est marrant, moi ça m'impressionne à chaque fois, c'est de me dire que là, tu avais la mer avant. Et oui, c'était pas le même climat. Et ce un qui est climat très tropical. beau, non, subéquatorial. Pardon. Climat subéquatorial, c'est-à-dire très chaud et très pluvieux. Et le plus important dans l'oxydation de cette terre, c'est la pluie. Oui. Et ça remonte à 100 millions d'années, à peu près. Et ça, on sait combien de temps ça a mis pour se Ça faire? a mis 1,5 million d'années. Et ça, on le sait Quand depuis même. pas longtemps, puisqu'avant, on pensait que ça avait mis des millions d'années. Le résultat de cette oxydation, c'est donc ce pigment qui sera utilisé dès la préhistoire dans les premières peintures rupestres. L'ocre, c'est pas que de l'argile? Non, c'est aussi du enfin, sable. l'ocre, c'est de l'argile et du fer. Et par contre, dans la nature, comme la nature fait jamais les choses bien du premier coup, en tout cas pure du premier coup, il y a 80% de sable. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, quand on touche l'ocre, on voit bien à quel point c'est du sable d'érosion marine, quoi. C'est un sable extrêmement fin. T'en fais un super sable de bac à sable. D'accord. À ceci près qu'il va tacher. Regarde. Voilà. Comme Des c'est beau. magnifiques mains rouges. Ouais. Et maintenant, on ressemble à tous les gens qui ont fait la visite du Sentier des Voilà, Ours. c'est ça. Ouais. Et si on voulait y ressembler vraiment, oui, on c'est vraiment, ferait, ça voilà, sur la tête, on c'est ferait vrai. des traits d'Indien. Voilà, c'est ça. Et les visiteurs sont nombreux chaque année à se prendre pour des Indiens. Fascinés par ces couleurs, fascinés aussi par cette plongée dans l'histoire. Ce qui m'intéresse dans ce paysage et ce que je trouve absolument époustouflant, c'est qu'on voit tout le faciès et puis on peut bien se mettre à la place des ouvriers aucriers qui, dans cette période industrielle, venaient extraire les sables creux. À la pelle, à la pioche et à la poudre noire, ils venaient creuser là, toutes ces hauteurs pour aller chercher la couleur de sable au creux qui les intéressait. D'accord. Et justement, tu dis que c'était une exploitation industrielle, donc j'imagine qu'on en a utilisé beaucoup pour les façades, mais il doit y avoir plein d'autres usages. En fait, on a utilisé l'ocre pour d'autres choses, et notamment pour épaissir un certain nombre de matières industrielles. La première de ces matières, c'est le caoutchouc. Je ne sais pas si tu vois le plus célèbre des caoutchoucs de couleur ocre.
Il est dans ta cuisine. Autour des pots de confiture, Voilà. des conserves. Le caoutchouc des pots de conserve. Tu sais, autour du foie gras. Ou du foie gras. Voilà, Ouais. c'est ça. Quand on dit que l'ocre, ça a vraiment forgé l'identité de ce territoire, c'est une identité géographique hein, avec ses paysages, mais c'est aussi une identité en termes d'emploi et de revenus. Hein. Le sentier des Ocres n'est pas le seul témoin de cette époque. À quelques kilomètres, ne manquez pas celui que l'on surnomme le Colorado provençal de Rustrel. Bien plus escarpé, il vous faudra crapahuter un peu pour y accéder. Mais à l'arrivée, vous attendent plus de 30 hectares de relief, sculptés eux aussi au gré de l'exploitation ocrière. Avec un tel patrimoine, rien d'étonnant à ce qu'ici, comme une tradition tenace, l'ocre continue d'habiller les façades. Olivier est artisan peintre, et pour lui, pas question de laisser sa région perdre ses couleurs. Très bien. Ça va? Impeccable. Salut, ça va? Salut David. Oui. Aujourd'hui, David va connaître les secrets de fabrication de la peinture à l'ocre. Au programme pour lui, redonner de la lumière à ce mur abîmé par le temps. Donc pas très compliqué, tu vois, regarde, je t'ai pris des brosses, un peu d'ocre, et puis on va coller tout ça avec une petite mixture en fait toute simple, qui est une technique assez ancienne. D'accord. Voilà. Allez. Donc, Allons-y, c'est moi le stagiaire aujourd'hui. Ouais, je vais te demander juste de me prendre un peu de chaud, de l'eau. D'accord. Le mélange obtenu forme une colle très Voilà. puissante. Donc là, je pense que, je sais pas ce qu'on fait Sophie, on va lui faire mélanger les deux rouges qui sont là, non? Essaye de te rapprocher au maximum de la teinte du mur là. À cette colle, il est temps à présent d'ajouter de la couleur. Tu vois, la couleur, elle apparaît assez rapidement en fait. Hein. Tu vois, là, voilà. On a une belle couleur, on a un beau rose pâle, On tu est vois. presque comme ça là. Ouais, voilà. Et on va réchauffer ça maintenant en rajoutant au moins 6 cuillères. En fait, c'est ce qui va nous permettre de sortir du rose et de venir réchauffer tout ça. Ouais. Voilà, tu vois, on voit le comme jaune. la cuisine, hein, ton Ouais, affaire. ouais, Il y a c'est carrément une des- histoire de cuisine. Il y a des proportions quand même à respecter. Puis surtout, il faut rester attentif et pas se disperser, tu vois. Parce qu'en l'occurrence, moi j'ai compté, je sais que tu as mis que 3 cuillères, il en Ouais, manque je, 3. je me souvenais. Ah oui, Voilà. pardon. Enfin, je me souvenais pas de combien tu m'avais dit. Je me souvenais de ce que j'avais mis. Donc il faut. C'est il pour ça faut, que voilà. j'attendais un petit Il faut peu. toujours quelqu'un. J'attendais que tu m'aides. Une fois la couleur établie, Prends ton petit Allez, seau, allez. la petite brosse. place à la peinture. Au boulot. Voilà le mur, David, sur lequel on va intervenir. Ouais, il a besoin. Donc ce que je fais, je vais juste te montrer un Vas-y. petit peu, tu vois, c'est très vite fait. Très peu de peinture. Et tout de suite, elle est absorbée par le fond. D'accord. Voilà, Oui, la c'est couleur est valide. prise et hop, et ça fixe le fond. Oh, ça coule bien. Voilà. Ça, ce sont les techniques qui sont très anciennes. Hein. C'est pas des techniques qui ont 30 ou 40 ans. C'est des techniques qui ont plusieurs milliers d'années. D'accord. Les Romains ont emmené ce travail-là, en l'occurrence, au plus haut sommet de ce qu'on pouvait le travailler. D'accord. Ces techniques ont été d'ailleurs en C'était plus, déjà ouais, largement des au techniques point, qui ont quoi. été oubliées, qui ont été retrouvées, qu'on réinterprète un petit peu aujourd'hui. Voilà. D'accord. Il faut dire que la peinture à l'ocre, en plus d'être non polluante et peu coûteuse, a d'autres qualités. Cet ocre, il a une particularité, c'est qu'il est complètement inaltérable aux ultraviolets. C'est-à-dire que sous l'action du soleil, en fait, il ne va pas s'altérer. Les seules choses qui vont venir changer la couleur, en fait, c'est la patine du temps. L'autre chose, c'est que l'ocre est fortement chargé en argile. Donc une protection aussi qui, mêlée avec la chaux, qui est un produit basique, qui va apporter une protection aux eaux de pluie. Donc une protection, tu vois, complètement aux Ça étanchéifie intempéries. un peu, quoi. Ça donne un caractère un petit peu étanche, effectivement. Et voilà, on a fini. Ça y est, tu l'as eu. C'est parfait. Après ce cours particulier haut en couleur, il est temps pour David de quitter les ocres pour nous emmener vers son prochain coup de cœur. Je fais ça. Merci de m'avoir appris tout ça. Et puis au plaisir. Ben, j'espère, c'est sûr même. Et puis bonne route. Hein. À bientôt. Ouais. À Salut bientôt. aussi Sophie. Salut David. Ce coup de cœur, le voilà. À seulement 30 minutes de Roussillon, le château de Lourmarin est lui aussi un incontournable du Luberon. Un petit chef-d'œuvre classé monument historique. Et pour en connaître les secrets, David le sait, c'est à Caroline qu'il faut s'adresser. Bonjour David, tu vas bien? Ça va, merci. Et toi? Bah, très bien, ravi de t'accueillir au château de Lourmarin. Merci. Alors, on va... Lourmarinoise pure souche, elle arpentait les salons de ce colosse déjà toute petite. Aujourd'hui, elle y travaille et en connaît l'histoire sur le bout des doigts. D'entrée, ce qui fascine, c'est la richesse de son architecture.
D'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien la partie médiévale, qui est la partie 15e construite par le seigneur d'Agou. Et de l'autre côté, à partir de la grande tour, c'est l'aile Renaissance, construite au 16e par les descendants du seigneur d'Agou. Du coup, ils ont modifié une partie qui existait ou ils ont vraiment tout rajouté? Ça a été rajouté. D'accord. Et la partie Renaissance, c'est vraiment un château de plaisance. Vraiment, on a plus ce sentiment de se défendre. On a des grandes fenêtres, des grandes doubles fenêtres à meneaux, rythmées par les corniches. Mais ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs de style. Comme c'est le premier château Renaissance en Provence, on ne savait pas très bien parfois comment mettre les éléments. Et on a encore des gargouilles, alors que ça c'est très gothique, on a encore des gargouilles sur la toiture Renaissance. Donc toutes ces petites erreurs de style en font aussi son charme. Elles sont très jolies ces gargouilles. Voilà. Très jolies, très utiles surtout. Aussi. Au début du XXe siècle, Robert Laurent Vibert, un industriel lyonnais, tombe éperdument amoureux de ce château, alors en ruine et promis à un triste sort. Il le rachète et s'évertue durant 5 années à lui redonner son apparence d'antan. Direction l'aile Renaissance, à la découverte de ses nombreux trésors. Et ça démarre avec un chef-d'œuvre du genre. Alors en fait, là on monte les marches de l'escalier à vis à double torsade du château. Il compte 93 marches et chaque marche est monolithique, c'est-à-dire c'est la même pierre. Une seule pierre. Une seule pierre qui part du mur et qui forme ici la double torsade. Une véritable prouesse architecturale pour l'époque. Rien d'étonnant à ce qu'il ait été si précieusement conservé. C'est après en avoir gravi toutes les marches que nos 2 complices arrivent dans la pièce maîtresse du château. Waouh! Quel salon! Ah là, c'est le salon du château. C'est un salon. C'est le salon du château, on l'appelle la salesse du château, cette pièce. D'accord. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé depuis la restauration. Vibert a vraiment remeublé le château, il a vraiment restauré avec une attache très proche de ce qu'avait pu être la construction au XVe et au XVIe siècle. Ici, mobilier de style, gravures et autres objets d'art se disputent l'attention. Autant de témoins des nombreux voyages de Robert Laurent Vibert. Et puis au sol, un carrelage, clin d'œil local. Le carrelage est d'époque dans sa majeure partie, et tu remarqueras, puisque tu as visité les ocres de Roussillon, que... On a même manipulé ça. Voilà, tu les as manipulés. Le carrelage a été fait avec de la terre d'ocre faïencée. D'accord, on reconnaît la teinte. Un peu jaune-orange, malgré que ce soit très ancien. Si sa beauté et son élégance ne sont plus approuvées, c'est également une toute autre mélodie qui se joue chaque été au château. On entend de la musique. Ah oui, en plus d'être un monument historique, c'est aussi et avant tout une résidence pour les artistes. Selon le souhait de Vibert, grand amateur d'art, le château prend des allures de Villa Médicis provençale plusieurs mois dans l'année. La mission de la Fondation est de leur offrir un cadre qui leur permet de travailler leur discipline artistique. D'accord. Là, ils trouvent au château une source d'inspiration ici, dans des vieilles pierres. Les lieux sont inspirants. C'est ça. Après la douceur musicale, c'est une douceur du Luberon que vous propose de découvrir David. Pour ça, direction le plein cœur du village pour une dernière halte chez Stéphane, le boulanger de Lourmarin. Ouais, salut David. Ça va? Tu vas bien? Ouais. Tu tombes bien? Tu es venu voir la fabrication des gibassiers? Ah bah si t'es en train de le faire, je regarde. Stéphane est le roi du gibassier, ce gâteau sablé délicatement parfumé à l'huile d'olive. Un mets que tout bon Lourmarinois qui se respecte déguste dès le berceau. Tu es déjà venu dans un labo de pâtisserie? Jamais. Non? Jamais? Ouais, je suis très curieux de voir ça du coup. Allez, C'est go. de l'autre côté du comptoir. Je vais te prêter un tablier. L'occasion pour David d'enfiler à nouveau son costume d'élève discipliné. Allez, Je tourne-toi. me tourne. Voilà, je te laisse faire le nœud devant. C'est bon? La classe. Allez, on y va. Première étape, la pesée des ingrédients. Ça va être plein. De la farine, puis du sucre. T'es sûr que ça rentre hein? Vous l'aurez compris, quand Stéphane fait du gibassier, il n'en fait pas qu'un seul. Bon, là, je te rassure, c'est le plus... là, c'est le plus facile. Hein. Le plus dur reste à venir. Ah ouais. Allez, c'est parti. Allez, Direction la machine à pétrir pour y incorporer les ingrédients pesés, auxquels il faut ajouter du levain, de l'huile d'olive de Provence bien sûr, et puis un ingrédient mystère. voilà.
Et alors c'est quoi ça? Ça, ben écoute, c'est le petit secret qui va bien. Donc, c'est ce qui va donner de l'élasticité à la pâte pour pouvoir l'étaler plus tard. C'est ça la recette, le vrai secret. Et voilà, donc là, il y a quelques ingrédients. Écoute, ça, je garde pour moi. Voilà. Allez, ça tombe tout seul. 20 minutes plus tard, la pâte est découpée en morceaux et prête à être manipulée par nos deux complices. Je t'en montre un, d'accord? Ok, allez, à toi de jouer, c'est parti. Je vais essayer de ne pas te faire perdre des clients. Voilà, t'inquiète, vas-y. Voilà, ouais. Bien les bords. Je t'entends rire. Ok. Il est rond le mien, il est pas voïde. Là, tu fais un petit cœur. Hein. C'est mon côté romantique. Allez, ouais. Ok, c'est bon. Allez, donc là, il faut bien tailler dans ce sens comme ça. Ok. Donc là. Ok. Voilà. Ça a l'air facile quand on regarde. Ça a l'air facile, ouais, mais je te garantis que sur des périodes de Noël où on en fait 200 par jour, après le coup de main il vient. Tu reviens nous voir à Noël? Avec plaisir. Et le gibassier, alors on sait pourquoi ça s'appelle le gibassier? Ben écoute, le gibassier, il y en a qui disent que cette forme bosselée dessus, parce que gibassier veut dire gibouste en provençal et qui veut dire le bossu. Donc, est-ce que c'est cette forme comme ça, bossu? Ça, chacun après a sa version. Donc après, il y en a qui disent que c'est parce que ça se mettait dans la gibossière des chasseurs, voilà, celle déjà dans la gibossière. Voilà. Ouais. Tu sais quoi? Le tout, c'est que ça soit consommé. C'est qu'on la mange, ouais. Écoute, tes premiers gibassiers, franchement, tu t'en es bien sorti. Hein. Donc on va mener ça au four. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? 30 minutes à four chaud pour des gibassiers croustillants à souhait. Voilà, mon apprenti préféré. Voilà le résultat de ton travail. Magnifique. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime pas ce que du bien. Franchement, ça ressemble. on y est là, on y est. Je mange. Ah ben ouais, t'as qu'à faire. Franchement, c'est un régal à la sortie du four. Un petit café, un petit gibassier. Elle est pas belle la vie? Alors, on est bien. En tout cas, bonne équipe. Merci à toi. Allez, vas-y, à toi. À l'arrivée, faites confiance à nos deux hommes. Ce mélange sucré-salé subtil vous séduira à coup sûr. Franchement, moi j'adore ça. Ce passage par le Luberon sauvage et gourmand ne nous fait pas oublier la ville star du Vaucluse. Car bien sûr, Avignon, la célèbre cité des papes, est dans toutes les têtes. Mais avant de partir à sa conquête, nous vous conseillons de ne pas rater un autre bijou dont seul le Vaucluse a le secret. À seulement 25 km d'Avignon, l'île sur la Sorgue est bordée de toutes parts par la rivière. Patrimoine historique unique, douceur de vie incomparable, cette ancienne cité de pêcheurs est un vrai coin de paradis. Et ce coin de paradis, c'est Vincent, un enfant du pays qui tenait à nous le faire découvrir. Si Avignon n'est jamais très loin de son cœur, cet amoureux de l'eau souhaitait d'abord nous présenter le fief qu'il a vu grandir. Moi, j'ai grandi au bord de l'eau, au partage des eaux, un peu en amont de la ville. Et j'ai toujours été au bord de l'eau. Tout petit, on allait, on jouait dans l'eau, on faisait du canoë, on pêchait. C'était notre terrain de jeu, quoi. Et la vie locale est aussi de tourner autour de la rivière. Quand on voit en période estivale, c'est vraiment la vie de la ville, c'est la rivière. Au fil des siècles, l'île sur la Sorgue va se développer grâce aux eaux de la rivière. Aujourd'hui encore, elles font tourner ces gigantesques roues à aubes qui alimentaient au XIXe siècle une centaine de manufactures de laine et de soie et de nombreux moulins. Ce n'est pas un moulin, mais une autre spécialité locale, aquatique bien sûr, que Vincent nous emmène découvrir. Il en est un véritable adepte. Salut Alain. Bonjour Vincent. Ça va? Ça va? Tu bricoles? Alors je bricole, c'est de la grosse bricole là. Ben là tu vois, je suis en train de passer le produit pour finir de le traiter. Et puis on peut le Oui, il est mettre. bon pour la navigation. Bon pour la navigation. Si Alain bichonne tant son bateau, c'est qu'ici, cette drôle de barque est une véritable institution. Première particularité, elle se manœuvre debout. Dans une ville que l'on surnomme la Venise provençale, on se devait bien d'avoir ses gondoles.
La ville de l'Île-sur-Sorgue, la ville et les bateaux sont vraiment liés en fait. Ben, à l'origine, il y avait cette peuplade de pêcheurs et ils se sont retrouvés un peu dans les marécages, un peu sur la rivière. À des moments donnés, il fallait bien traverser, il fallait aller y travailler dessus. Il leur a fallu quelque chose. Et ce quelque chose, bon, ça n'a pas dû arriver d'un coup de baguette magique, ça on en est certain. Hein. Et pour faire perdurer la tradition, ce bateau, Alain le fabrique avec passion depuis plus de 35 ans. On l'appelle le négochine. Traduction provençale, même un chien s'y noirait. Pas très stable peut-être, mais pour Alain, à rivière unique, forme de bateau unique. Les anciens ont dû créer ça, un bateau à fond plat, les bouts légèrement relevés, parce qu'il fallait qu'ils soient un peu relevés. Tu connais suffisamment la rivière. Quand tu arrives sur des gravières, les esquillants, où il y a très peu d'eau, il faut que ça vienne dessus. Et puis le fait d'être légèrement relevé, ben, il y a un côté un peu fuyant sur l'eau. Hein. Et les anciens disaient, un bateau qui est bien fabriqué ne souffle pas. Il glisse sur l'eau sans faire de bruit pour ne pas effrayer le poisson. Mais c'est vrai que tu vois, pour arriver sur le lieu de pêche et surprendre le poisson, qui avait la fitouille, le fameux trident lidois, crac. Un personnage, c'est Alain. Et une telle passion, forcément, ça ne date pas d'hier. J'avais bassiné mon père, j'ai dit, papa, il faudrait que tu me fabriques un bateau. Alors, comme j'étais pas une lumière à l'école, il me dit, c'est simple, il me dit, allez, il me dit, tu te mets au boulot, tu me ramènes des bonnes notes et on fabriquera le bateau. Et bien, le bateau, je l'ai attendu longtemps. Hein. Donc tu te dis, bon allez, à moi de prendre les choses en main. À 19 ans, quand je suis sorti de l'armée, j'ai acheté mes 3 premières planches et j'ai fabriqué mon bateau avec mon père. Après Alain le constructeur, c'est Alain le navigateur que l'on va découvrir. On se retrouve à la mise à l'eau. Eh ben, on se retrouve à la mise à l'eau. Mais avant que nos deux complices ne s'attaquent à la rivière, patience, laissons sécher le négochine. En attendant, Vincent tient à nous montrer un monument incontournable ici. C'est la sublime collégiale Notre-Dame-des-Anges. Salut François. Salut Vincent, ça va? Et toi? Très bien. Moi, la collégiale, je la vois depuis que je suis tout petit, mais j'ai jamais... Vincent y retrouve son ami François, archéologue et spécialiste du patrimoine de la ville. C'est une collégiale qui a été fondée au tout début du XIIIe siècle par l'évêque de Cavaillon en réaction avec une certaine forme d'autonomie qu'avait pris cette ville de Lille par rapport à son évêché de tutelle qui était à l'époque Cavaillon. Alors, de l'édifice du XIIIe siècle, il ne reste absolument rien parce qu'il y a eu toute une série de reconstructions, c'est ça, qui s'est opérée à partir du XVe siècle. Et in fine, on arrive à un édifice qui est absolument remarquable dans sa conception pour la période baroque. Tu peux peut-être aller me montrer à l'intérieur? Bien sûr. À l'intérieur, le décor fascine. Dorure, boiserie, luxuriance, le baroque dans toute sa splendeur. C'est vrai qu'elle est autant impressionnante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, bah c'est les proportions déjà qui veulent ça, parce que tu as un édifice qui est quand même grandiose, une nef énorme, et des chapelles latérales. Ça correspond bien à l'époque. Hein. Dans la nef, vraiment, on réserve des grands espaces pour l'accueil des fidèles, et on accueille les confréries, donc dans les chapelles latérales. Et, tu connais mon attachement pour la rivière. Je crois qu'il y a une des chapelles qui est pour Notre-Dame de Sorguette, qui est la sainte patronne des pêcheurs. Oui, alors il y a une chapelle latérale donc, qui est vouée à cette dévotion à Notre-Dame de Sorguette. C'est après la suppression de la confrérie à la Révolution, la confrérie des pêcheurs donc, s'est réinstallée ensuite ici dans cette chapelle latérale. Et qui dit pêcheur, dit référence à la star locale. Et je sais pas si tu sais, t'as la Vierge, la statue de la Vierge, Oui. et en bas, là, sur le socle, c'est le négochine qu'on retrouve oui, on m'a dit sur ça. le fond bleu sur les eaux de la Sorgue, ça représente. Et donc le négochine, la barque des pêcheurs, d'où le lien avec bien sûr la Notre-Dame de Sorguette avec son embarcation traditionnelle. Une embarcation traditionnelle que nous allons enfin voir à l'œuvre. Vincent retrouve Alain avec son négochine, fin prêt pour la navigation. Ça va, Karim? Ouais. N'hésitez pas, vous aussi, à vous offrir cette balade. Une occasion unique de découvrir la ville au fil de l'eau. Ben, on est bien là sur l'eau, Alain. Ah, on est mieux là qu'au travail, hein? Ah, ben ça. Vincent aussi possède son propre négochine, une version plus moderne du bateau, adaptée entre autres aux courses de vitesse. Alors, entre le puriste et l'amateur de sensations fortes, l'humeur est taquine. Bon, ces réparations, ça tient?
Oui, ça tient. Regarde, Impeccable. il n'y a pas d'eau au fond du bateau. Tout va bien. Pour le moment, il n'y a pas d'eau. Pour le moment. Tu serais un peu mauvaise langue là, non? Non. Ah, je croyais. Même si on a des pratiques différentes, l'amour est le même. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, avec des copains, là, il avait un bateau, il habitait au bord de l'eau au partage. On prenait le bateau, le soir, on avait mangé à la glace. Et tu remontais un bateau. Voilà, on prenait le bateau, on la met un sac sachet au bord. C'est mieux que le métro, hein? Ah, mais ça, il n'y a pas d'heure de pointe au moins. Pour la prochaine étape de Vincent, pas besoin de métro non plus. C'est en égochine qu'il fera le voyage. Ah, tu fais la grande descente, Ouais, toi? bah, la grande montée. La grande montée? La grande montée jusqu'à Mais Fontaine. Tu mangeras pas à l'heure alors, hein? Si aussi avec un peu de chance, on ramasse un poisson en cours de route, on sait jamais. Oh, pourquoi pas? À bientôt, Vincent. Ciao. Allez, bonne fin de journée. Merci. Ciao. Direction le village voisin, Fontaine de Vaucluse. L'un des sites les plus visités de la région. « 15 minutes en voiture, un peu plus en égochine. Mais quand on aime, on ne compte pas. » À l'arrivée, Vincent vous conseille de bien vous accrocher car le spectacle vaut le coup. Et c'est vrai que Fontaine, comme on la surnomme, a de quoi faire tourner la tête. C'est ici que la Sorgue prend sa source. Par son volume d'eau écoulé, c'est la première source de France et l'une des plus importantes au monde. En été, c'est un gouffre profond et sombre que l'on découvre. Au printemps, l'eau jaillit des tréfonds de la terre, donnant lieu à des crues spectaculaires. C'est aussi cette eau pure et abondante qui a fait de Fontaine un haut lieu de fabrication du papier jusqu'au milieu du XXe siècle. Ultime témoin de ce passé industriel, ce moulin à papier entièrement réhabilité. Salut Gérard, ça bosse? Pour Gérard, la tradition du papier d'art fabriqué à Fontaine, c'est sacré. Et chaque jour, il en explique avec passion les techniques millénaires. Donc au début, ça se faisait comme ça à l'origine, c'est la méthode ancestrale. Ah, ça c'est la méthode qui date du 14e, 15e siècle, récupération de vieux tissus, du coton, du lin, du chanvre. Ouais, Et c'est ça qui servait de base, de matière première pour faire le papier, à l'ancienne. ok. Ouais, c'est pas dangereux là, tu te coupes jamais avec ça? Ah, il faut faire attention, non, pour l'instant je suis vigilant. C'est parti pour la démonstration. Direction la salle dite des piles à maillet pour la première étape de transformation du tissu. Merci. Bon, je vais arrêter les marteaux là parce que tu vois, il y a trop de bruit, on va pas s'entend pouvoir pas. parler là. Une drôle de machine, aussi bruyante qu'authentique. Voilà, là ça va mieux. Donc tu vois, ça c'est la machine qui était utilisée dans le temps pour fabriquer la pâte à papier. D'accord, donc ça c'est la machine d'origine quoi. Machine d'origine. D'accord. Donc le moteur de cette machine, c'est la roue qui est à Ouais. l'extérieur, tu vois, on va utiliser l'énergie de la rivière. D'accord. Le but, c'est de faire tourner cet arbre à cames qui, lui, va entraîner ce mouvement des marteaux. Ok. Et par percussion, on va arriver à transformer ce chiffon en pâte à papier. Et tu vois, ce que tu vois là, c'est le résultat final. Ok. Là, voilà ce qu'on arrive à obtenir. Et combien de temps à peu près pour obtenir Alors, pour ça? obtenir ça avec cette machine-là, c'est une trentaine d'heures environ. Sur le papier, rien de compliqué. Après 30 heures sous les marteaux, la pâte à papier est versée dans une cuve remplie d'eau, prête à être mise en forme. L'eau, c'est un peu le véhicule qui va permettre de faire bouger cette pâte. Comme à l'époque, Gérard utilise un moule en bois au format de la future feuille. Le but, séparer la fibre de l'eau. Donc là, on plonge. Tu fais une quantité de pâte. Alors un petit mouvement croisé comme ça donne un peu plus de solidité au papier. On laisse égoutter, tu vois l'eau qui passe à travers, hein. Ouais. C'est comme un tamis. Donc là, tu as 80 à 90% d'eau encore. Donc ça va s'affiner après? Ça va s'affiner. D'accord. Mais là, pour l'instant, bon, c'est difficile de faire grand-chose. C'est très fragile. Si je la touche, ça va se déchirer immédiatement. Donc j'ai un geste particulier qu'on appelle le couchage, qui consiste en fait à démouler la feuille de papier pour venir la coller sur des tapis en laine qu'on appelle des feutres. Si tu veux, on va rigoler un peu, tu vas essayer. Mais c'est pas évident. Alors là, tu prends par en dessous, tu vas t'aligner sur le bord D'accord. et tu renverses en appuyant. Progressivement. Et Vas-y, tu appuies, tu relèves de l'autre. Et voilà.
Magnifique. Ah, ça va alors. Bon, là, tu vois, regarde. Ah, tu, as voilà. tu as vu la petite trace là? Ah, mais ça, c'est en remontant. Alors, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle la goutte d'eau. Alors, ça, avant, c'était un défaut. Ouais. Aujourd'hui, c'est la preuve formelle que c'est un papier qui a été fait à la main. D'accord. Tu n'auras jamais ce défaut-là sur un papier fait en machine. Donc, c'est devenu une qualité. Bon, ça va alors. J'ai fait un beau papier. Voilà, tu as fait un beau papier. Et en plus, sache que ta feuille, elle est partie pour au moins 7 à 800 ans en durée de vie. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la cellulose de bois. Une cellulose de bois, c'est 150 ans, 200 ans. Ah oui. Là, donc tu pars sur un c'est- papier de super qualité. Après le couchage, le papier est débarrassé de son eau, puis séché durant 2 à 3 jours. Ensuite, le papier passe sous le laminoir. Et c'est là où on va l'aplatir complètement et on va le lisser. D'accord. Ça, c'est là. Je peux t'en prendre. Oui, oui. Ça, c'est la dernière étape dans la fabrication du papier. Fin de la leçon. Là, je vais te laisser un petit souvenir en passant. Ouais. Ah, super. Voilà, ça c'est pour toi. Ben, merci beaucoup. Voilà le travail, une fois terminé. Bon, mais ça va. C'est très gentil de ta part. Écoute, Merci quand tu beaucoup, veux. Gérard. À bientôt. Il est l'heure pour Vincent de quitter le papier et de rejoindre la ville tant attendue. La voilà, la belle Avignon. Son célèbre pont, son festival, et puis surtout son palais des papes, le plus grand palais gothique du monde. Salut. Salut Vincent, Ça va? ça va bien? Ce monument, c'est Julien qui est en charge de sa bonne conservation. Et son histoire, il la connaît par cœur. Édifié à partir du XIVe siècle, ce palais est l'œuvre de Benoît XII et Clément VI, deux papes fuyant alors une Rome hostile. À cette époque-là, Rome est en proie à de très grosses difficultés. On peut quasiment parler de guerre civile. C'est le seul épisode de l'histoire durant lequel la papauté ait été éloignée aussi longtemps de Rome, c'est-à-dire à peu près 70 ans. Mais pourquoi ils ont fait le choix d'Avignon? Avignon est une ville qui déjà est à proximité d'un territoire qui appartient au pape depuis le XIIIe siècle, qui est le comtat venessin, c'est-à-dire l'actuel département du Vaucluse. Après, second facteur, c'est que Avignon est un lieu de passage extrêmement important de par la présence du pont. Le fameux pont d'Avignon, le pont Saint-Bénézé, qui effectivement à cette époque-là... Oui, c'est un des seuls ouvrages pour franchir le Rhône. Exactement. Il est quand même impressionnant. Cet ouvrage, quand on le voit, ça fait presque un château tellement qu'il est... Alors oui, c'est vrai que je ne te l'ai pas dit, je ne t'ai pas donné quelques chiffres clés. On a 15 mm de surface, cours et jardins compris, qui sont bâtis là. On estime à peu près à 400 000 florins les sommes mobilisées pour la construction de la totalité du palais. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu difficile d'arriver à le convertir en euros, mais il faut se dire par exemple que le pape Clément VI a racheté la ville à la reine Jeanne de Naples pour 80 000 florins. 80 000. Oui, Donc en fait, la construction du palais, c'est 4 fois l'achat de la ville. Le but, clair, c'est d'impressionner, de démontrer la puissance du pouvoir. À l'intérieur, même objectif. Dimensions incroyables, fresques inestimables et surtout d'immenses salles de réception qui ont accueilli cérémonies et grands festins. Il faut voir qu'Avignon a un très fort pouvoir d'attraction en tant que capitale de la chrétienté. Les gens viennent de partout. L'empereur a été reçu ici, le roi de France, les grands princes se déplacent à Avignon. Au total, 9 papes ont vécu dans ce palais. Et ici, pour les changements de règne, pas de fumée blanche comme au Vatican, mais un mode d'annonce plutôt sonore. Et le son de quel instrument? Une cloche? La cloche. D'accord. Celle-là était même une cloche d'argent très précieuse. Ouais. Et donc, on carillonnait ici au palais et on carillonnait aussi dans l'ensemble de la ville. Et comment du coup on différenciait ce son-là des autres sons? Parce que ça carillonnait pendant 24 heures de manière continue, on annonçait l'élection pontificale. Ah ouais, oui, on devait le savoir, oui. Donc voilà, là on va emprunter un passage qui n'est pas ouvert au public. C'est par cet escalier dérobé que la visite continue. Direction la chambre du souverain pontife. Ah ouais, impressionnant. Une chambre qui fait quand même à peu près 70 mètres carrés. Ah. Au mur, de magnifiques fresques colorées réalisées par les plus grands artistes italiens de l'époque. Ça, c'est les peintures d'origine. Peintures d'origine qui, évidemment, à travers le temps, ont souffert et qui ont fait l'objet de restaurations, de reprises évidentes. D'accord. Tu sais à quel endroit il dormait? Alors, le lit, on sait préciser à peu près sa position parce qu'on a retrouvé au niveau du plafond des petits crochets où on tendait ce qu'on appelait des courtines. C'est-à-dire que c'est un lit
à courtine et qui constitue une pièce dans la pièce, en fait, pour garantir l'intimité absolue du pape. Donc, c'était vers ici, là? Ouais, il était sans doute près de la cheminée, ici, et près de cette fenêtre d'aération, à laquelle on accédait évidemment par tout un système d'escabeaux. D'accord, je te suis. On repart là? Oui, on va par là. Avant de se quitter, Julien tenait à offrir un dernier cadeau à Vincent. Donc voilà, on arrive au sommet de la tour Saint-Laurent. On est à peu près à 50 mètres de haut, ce qui nous permet d'embrasser une vue à 360 degrés complète autour du palais. Et là, c'est le point le plus haut d'Avignon, là. On est sur les points les plus hauts, oui. C'est un paysage qui, sans doute, les a beaucoup séduits et qui a certainement aussi participé au fait qu'ils prolongent leur séjour sur les bords du Rhône. C'est magnifique. L'endroit idéal pour terminer en beauté cette visite du Palais des Papes. Pour la dernière étape de notre voyage, cap au nord. Direction le Haut-Vaucluse, au cœur de la vallée du Rhône. Terre de montagne et de gastronomie, elle est aussi connue pour ses nombreux vestiges de l'époque gallo-romaine. Orange est sans doute la ville la plus célèbre du Haut-Vaucluse. Il faut dire qu'elle recèle à elle seule 2 édifices classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'abord, son arc de triomphe à l'entrée de la ville, et puis son célèbre théâtre, splendide et unique au monde. Une évasion incontournable au temps des Romains. Ce fabuleux théâtre et cette région, c'est une orangeoise d'adoption qui va nous les faire découvrir. 10 ans que Déborah est installée ici. Aujourd'hui, elle y est, elle y reste. Et sa curiosité pour la région n'a aucune limite. Il y a plein de choses à visiter, beaucoup de domaines viticoles que j'affectionne particulièrement, la gastronomie évidemment. Donc il y a toujours quelque chose à faire et voilà, toujours quelque chose à découvrir. Et celui qu'elle redécouvre toujours avec bonheur, c'est lui. En haut des gradins, Déborah retrouve Cécile, l'heureuse conservatrice des lieux. Bonjour Cécile. Bonjour Déborah. Ça va? Ben oui. C'est au début de l'ère chrétienne que le théâtre est édifié, sous le règne de l'empereur Auguste, dont la statue domine un incroyable mur de scène. Donc ici, on voit ce très beau mur d'une dimension extraordinaire, puisqu'il fait 37 mètres de haut et 104 mètres de long. Et il était comme ça vraiment à l'époque où il y a des choses qui ont changé, j'imagine, avec le temps. Alors forcément, en 2000 ans, il a beaucoup vécu. Il était recouvert notamment de plaques de marbre multicolores. On avait du blanc, du rose, du vert, qui égayaient en fait toute cette façade, qui de surcroît était alternée par alors à peu près 80 colonnes, réparties sur 2 ou 3 niveaux, dont on voit en fait 1 ou 2 qui sont encore d'origine là-bas. On aperçoit. Donc voilà, quelque chose en fait vraiment de beaucoup plus spectaculaire que ce qu'on a là. À l'époque, 10 000 personnes se pressent pour aller voir sur scène tragédies, comédies et autres spectacles de danse. Là, on imagine beaucoup plus le nombre de personnes qui pouvaient s'installer. Alors bien réparti, tout au-dessus, on avait en fait la frange de population la plus à la marge, avec donc ces prostituées, ces mendiants. Et la partie basse était réservée aux magistrats, aux écuyers, etc. En tout cas, tout le monde avait accès au spectacle de manière gratuite. De manière gratuite. Après l'Antiquité, coup de théâtre. Le monument tombe en ruine et perd sa fonction initiale. Le mur de scène, lui, est miraculeusement sauvé. En fait, là, on se trouve justement à l'intérieur du mur, puisqu'il y a 2 parois. C'est génial, on est vraiment dans l'époque, là, on s'y croirait. Oula. Là, on voit la monumentalité en fait, du théâtre. Le colosse romain, comme on l'appelle. Un colosse qui va devenir un quartier d'habitation au Moyen-Âge. Puis, au XVIIIe siècle, il sera reconverti en prison. Donc voilà, il faut imaginer qu'à la Révolution française, comme partout ailleurs, en fait, c'était des prisons avec les cellules qu'on imagine étroites, très froides en hiver, avec des conditions donc, de vie insalubres pour ces pauvres prisonniers. Donc là, on est dans une cellule, en fait. On peut imaginer qu'il y avait des cellules ici. C'est en tout cas des espaces qui ont pu être facilement cloisonnés.
Il faudra attendre le 19e siècle et l'écrivain Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques et amoureux du lieu, pour que le théâtre antique soit entièrement restauré. Donc là, voilà, tu vas découvrir la statue d'Auguste. C'est impressionnant. Quelle vue! Aujourd'hui, le théâtre est redevenu un haut lieu de spectacle. Théâtre amateur, festival d'art lyrique et concerts en tout genre. Quand tout le monde est là, quand les gradins sont remplis, que tout le monde applaudit. Oui, j'ai déjà eu la chance de venir voir un spectacle, c'est magique, c'est magnifique, il y a une acoustique, il y a vraiment une sensation, voilà, qu'on ne ressent pas ailleurs. Très émouvant. Ouais. Après cette parenthèse romaine, n'hésitez pas à vous balader aux alentours. Et vous ne pourrez pas manquer les vignes, elles sont partout. Ici, les crus sont connus du monde entier. Châteauneuf-du-Pape, Vaqueyras, Baume de Venise ou encore Gigondas. Et pour accompagner le vin que vous consommerez avec modération, bien sûr, quoi de mieux qu'un bon repas, typique du coin, évidemment. C'est dans un restaurant réputé de Malaucène, au pied du célèbre Mont Ventoux, que Déborah nous emmène. Gastronome avertie, elle est toujours prête pour de nouvelles expériences culinaires. Bonjour Philippe. Bon, Déborah, bonjour. C'est avec Philippe, chef renommé et enfant du pays, qu'elle va goûter pour la première fois la céréale star du coin. Direction les cuisines. Voilà, tu vois, je t'ai tout préparé. Super. Donc on va travailler, comme je t'ai dit, les potres et la soupe d'épeautre. D'accord. Qui est un plat emblématique, même typique du pied du Ventoux. Pour ce plat typique, prévoyez de l'épeautre bien sûr, un peu de coco blanc, carottes, oignons et pour la viande, jarret de porc et saucisses de Couenne. C'est des plats qui tiennent au corps. Hein. C'est un peu le mélange ça nourrit son homme. Ouais. Pendant la guerre, c'était le plat qui servait, qui était roboratif. Il fallait manger qu'une fois dans la journée. En gros, c'est à peu près ça. Donc je vais te faire participer un petit peu. Bon, j'ai déjà pelé les oignons. Hein. Parfait. Des fois qu'on verse quelques larmes de trop. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas... Là, j'y vais à Bélène, mais comme on dit, au pif. Il n'y a rien de bien difficile. Tiens, je vais te faire couper des carottes. Ouais. Voilà. En deux et encore en deux. Voilà, comme ça. C'est un peu comme le pot-au-feu, quoi, à la base. Voilà. Ça démarre exactement pareil. Il y a une bonne garniture aromatique. D'accord. C'est un plat que tu affectionnes, que tu mangeais depuis que tu C'est es petit. oui, c'est des souvenirs d'enfance. Ouais, quoi. d'accord. C'est les plats que ma mère me fait, que ma grand-mère faisait. Et puis, tout à coup, c'est viscéral. Là. Pour rester fidèle à la recette familiale, ajoutez un bouquet garni, une grosse pincée de sel et puis de l'eau. Moi, il faut bien mouiller en hauteur parce que les potres, vraiment, ça gonfle, mais ça prend vraiment du volume. Si tu l'oublies, tu te retrouves, tu n'as plus d'eau. Ça va faire une pâtée. Ouais, exactement. Voilà. C'est parti pour 45 minutes de cuisson. Par contre, pas de gros bouillon. Moi, personnellement, jamais là-dessus un gros bouillon. Ouais. Ça cuit Ça le petit mijote. peu tranquille. D'accord. Voilà, exactement. Laissons mijoter la soupe de Philippe. Voilà. On y est. Ça a bien gonflé, hein. Déborah va enfin pouvoir goûter. C'est très bon. On n'est pas sur nos soupes conventionnelles, tu vois. Ouais, c'est une découverte, Mais voilà. vraiment. Je connaissais pas du tout l'épeautre. C'est très très bon. Tu vois, c'est vrai que l'hiver, quand tu fais un plat comme ça, Ça derrière réchauffe, une salade suffit. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, tu Non, sors non, pas de c'est cette très bon. donnerie. Pas de dessert au programme donc, même si Déborah aurait peut-être préféré. Car Philippe veut maintenant lui faire goûter une autre spécialité locale, le cacha, savoureux mélange des fromages les plus forts du coin, le tout mariné dans l'alcool. Et voilà, alors tu y vas doucement, tu vois, ça, c'est la première fois que j'en ai mangé, c'est la première fois et la seule fois où mon grand-père m'a fait pleurer. C'est puissant, hein. Visiblement, pas de quoi impressionner notre guide. Écoute, peut-être que tu vas être surpris, mais je trouve ça Ça pas te plaît, mauvais, ouais. Ah ouais, non, Ouais. mais je suis obligé de t'accompagner. Ah bah oui, ah bah voilà. Ah bah, Moi qui espérais que ça te plaise pas. Pour digérer le tout, Philippe a sa petite idée. Il est temps d'aller se frotter à celui qu'ici, tout le monde connaît par cœur. Le temps est dégagé, en plus, ça devrait être agréable. Très bien, Ok? on y va. Allez.
Son ascension est réputée impitoyable et fait frémir chaque année les cyclistes les plus aguerris. Le Mont Ventoux est le passage obligatoire du Vaucluse. Et rassurez-vous, si vous n'êtes pas aussi téméraire que certains, vous pourrez, comme Déborah et Philippe, atteindre le sommet du Géant de Provence en voiture. Et c'est vrai qu'arrivé là-haut, vous aurez besoin de tout votre souffle, tant le spectacle est magique. Il fait pas très chaud, j'ai mis le petit gilet. Ouais, je crois que je t'ai raconté un peu n'importe quoi tout à l'heure. Bah, ouais. C'est la montagne, tu vois. Bah écoute. Puis l'altitude, tu vois. En tout 1912 et des brouettes. Ouais, c'est ça, 1912 mètres. Ouais, mais quand t'es là, tu les sens. Hein, ouais, c'est ça. Mais bon, on a une super vue quand même. Ici, peu de végétation et un sol totalement recouvert de pierres blanches. Paradis des sportifs, mais aussi terre de saveurs, ce paysage lunaire est devenu l'emblème de toute une région. Le Ventoux, par sa dominante et sa hauteur, c'est un peu, c'est vraiment impressionnant. Repère, quoi. Et puis c'est surtout une curiosité. On a tous appris à skier ici. Ouais, oui. Les champignons, que tu sois cuisinier ou pas, voilà. La chasse a un rôle important. Il y a beaucoup de chasseurs. C'est les racines, tout simplement. Moi, j'ai bougé à droite, à gauche, mais c'est vrai que j'avais besoin de revenir, quoi. Ouais, ça fait partie de toi. Voilà. Et puis, bon, tu vois, tu prends la voiture, une demi-heure après, tu es là. C'est plutôt bien, quoi. C'est ça. On n'est pas à plaindre. C'est la tête dans les nuages, depuis le point le plus haut de la région, que se referme notre parenthèse enchantée dans le Vaucluse. Une région qu'il faut absolument avoir vue. Tantôt surprenante, souvent enchanteresse, mais partout inoubliable.